Bonjour Zina. Bonjour Florian. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission de Résilier, cette émission qui parle de la littérature et qui montre comment la littérature nous aide à surmonter des crises et la crise. Aujourd'hui, on va parler du roman de Josef Winkler, L'Ukrainienne, paru en France aux éditions Verdier dans une magnifique traduction de Bernard Banoun. Josef Winkler, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un auteur très identifié? C'est un auteur autrichien? Est-ce qu'il est très connu en Allemagne? Chez qui il est publié? À quoi ressemble son œuvre? Alors Josef Winkler, c'est un auteur autrichien. Il est né en 1953 en Carinthie, en Kärnten, dans le sud de l'Autriche, donc dans les Alpes orientales. Il est connu, il a une très belle œuvre aujourd'hui. Il a commencé à publier, je crois, son premier roman en 1979 chez Suhrkamp, donc un éditeur allemand. Et voilà, donc il est vraiment connu dans les pays germanophones, mais aussi en France. Je crois que celui-ci est son 11e roman qui est traduit en français, donc c'est déjà pas mal. Il a grandi à la ferme, dans un univers que lui-même décrit comme muet, parce que sa mère, elle a perdu ses frères pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après, elle n'a plus jamais parlé. Donc, cette relation mère-fils était très compliquée, et la relation père-fils également, parce que son père semblait réserver tout son amour pour ses animaux, donc il était très très dur avec ses enfants. Mais donc, les livres sont devenus très vite un échappatoire pour lui. Il a décidé de devenir écrivain, et il a tout fait pour se procurer de livres. Il a beaucoup lu Peter Handke, Peter Weiss, mais aussi Genet, Camus plus tard. Et donc, pour lui, l'écriture, c'est vraiment quelque chose d'existentiel. Et cette œuvre, L'Ukrainienne, au titre qui résonne évidemment avec l'actualité, mais de quoi elle nous parle? C'est un roman qui semble être de grande actualité aujourd'hui, malheureusement, mais qui a déjà paru en 1983 en Allemagne, et sous le nom, étonnamment, de Die Verschleppung, donc l'enlèvement, la capture, on dit la capture donc sous le titre de l'enlèvement. Et donc ça a duré très longtemps jusqu'à la parution en France, donc en janvier 2022. C'est intéressant parce que, évidemment, Verdier, ils ont décidé de le publier bien avant que toute cette situation a éclaté actuellement. Et ce qui est intéressant, moi je trouve ça passionnant, ces histoires d'édition, mais Suhrkamp, en fait, ils vont republier ce livre en allemand en juillet, avec une préface du traducteur français, sous le titre de Die Ukrainerin, donc l'Ukrainienne à nouveau. Donc on voit comment une traduction aussi peut donner un nouveau souffle à l'œuvre originale, qui est aussi un peu oubliée éventuellement en Allemagne. Donc oui, l'histoire. C'est l'histoire, une vraie histoire peut-être d'une Ukrainienne que l'auteur, qui est aussi le narrateur, Josef Winkler, rencontre en 1981. Donc il est jeune auteur, il a déjà publié 2 romans sur son enfance en Carinthie, et il s'installe dans une chambre, dans une ferme, chez cette Ukrainienne qu'il va rencontrer, et avec laquelle il va commencer à parler à chaque fois qu'il entre dans la cuisine, ils passent du temps ensemble, et elle, en fait, elle semble prendre cette décision que lui pourrait raconter son histoire. Et donc, il apprend que cette femme a été enlevée en 1941, je pense, par les nazis en tant que travailleuse forcée. Et donc, depuis, elle vit en Autriche. Elle est restée sur cette ferme où elle était en tant que travailleuse forcée. Elle s'est mariée avec le fils pour rester sur cette ferme. Et donc la deuxième partie du roman, c'est donc l'histoire de cette Ukrainienne. Et si on découvre Josef Winkler par ce roman-là, on peut se dire, tiens, c'est un auteur qui se met totalement au service de l'écoute, de ces personnages, en l'occurrence de ce personnage de l'Ukrainienne. Est-ce que ça, c'est typique dans son œuvre ou est-ce qu'au contraire, ça dénote? Non, il faut dire qu'il sort un peu du lot, ce roman, parce que il est très attaché à certains sujets qui lui sont proches, c'est-à-dire son enfance très dure à la campagne, le catholicisme, un monde patriarcal, l'homosexualité aussi dans un tel contexte très tradit. Donc
une situation très compliquée, et il va toujours retourner à ces sujets-là, il va toujours trouver une nouvelle forme pour raconter peut-être un peu les mêmes histoires, ça reste toujours fascinant. Et même si lui-même, il a beaucoup voyagé dans sa vie, il voyage toujours, il revient toujours, il est toujours installé dans ce village natal, donc il est vraiment confronté à la douleur qu'il a marquée quand il était enfant. Et donc ici, on peut retrouver peut-être certains parallèles, donc l'importance de la langue, mais par exemple, mais c'est vraiment, il laisse la place à une autre personne qui raconte sa vie et qui propose peut-être aussi une autre relation avec la patrie, avec la langue maternelle, avec le personnage de la mère, on va y revenir. Oui, c'est un livre très singulier dans l'œuvre de Winkler, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a duré aussi longtemps pour le sortir en France. Et c'est vrai que oui, dans son œuvre, c'est un écrivain qui est habité par une rage, et on sent quelque chose de l'ordre du ressassement, de la rumination également. Et là, il se met oui, vraiment, après une introduction au service de cette personne où il essaie de rendre compte de son récit, de son témoignage. Et il y a vraiment un travail sur l'écriture, l'oralité. Comment ça se retranscrit ? En fait, il y a cette première partie du roman ou du livre qui décrit un peu la situation de cette rencontre entre l'auteur ou le narrateur et l'Ukrainienne. Et après, la deuxième partie est écrite dans la première perspective. C'est vraiment cette Nietoshka Vassilievna Ilyashenko qui raconte sa vie. Et donc, c'est vraiment comme si on l'écoutait parler. C'est vraiment très bien fait parce qu'il utilise des techniques très subtiles, par exemple de la répétition. C'est plutôt cyclique, pas forcément linéaire. C'est comme, je pense que chacun qui a déjà écouté sa grand-mère ou son grand-père raconter des souvenirs peut-être de la guerre, mais aussi de sa jeunesse, voit comme il y a toujours un peu les mêmes souvenirs qui reviennent en boucle. Et avec les années qui passent, ça se concentre sur certains événements qui reviennent constamment, et parfois les mêmes formules qui reviennent constamment. Et ici, c'est un peu pareil, c'est-à-dire on sent peu à peu quels événements sont vraiment des moments clés pour elle, parfois traumatisants, parfois en tout cas très marquants. Donc ça, c'est oui, il y a des interpellations, il y a des petites techniques pour pour sentir que c'est vraiment une histoire racontée à l'oral. Et oui, effectivement, on sent quelque chose de l'ordre de l'écriture du souvenir écran où elle répète pour arriver à autre chose. Il rend compte de ce mouvement de la mémoire et de la psyché pour le coup. Est-ce qu'on ne pourrait pas entendre un petit extrait pour écouter cette langue et cette écriture ? Est-ce que tu peux nous situer l'extrait, puis ensuite oui, faire entendre ? C'est le début donc, de l'histoire de l'Ukrainienne qu'elle raconte elle-même. Et c'est déjà le moment clé de cette histoire, c'est-à-dire l'enlèvement en 1943. Im März des 43er Jahres wurden meine Schwester Lydia Wassiljewna Iljaschenko und ich, Nietoshka Wassiljewna Iljaschenko, in unserem Elternhaus in Dobinka, einem kleinen Dorf in der Ukraine, in der Nähe von Tscherkassy, von Polizisten gefangen genommen. Gegen 2 Uhr morgens stieß mir ein Polizist seinen Gewehrlauf an die Rippen. Mit anderen Leuten aus Dobinka wurden wir in einen Viecherwaggon gesteckt und nach Kärnten zur Zwangsarbeit geschickt. Wir wurden über Tschornowy, Kiew, Przemysl und Wien nach Kärnten. Am 7. April 1943 kamen wir nach einer fast 4-wöchigen Fahrt in Villach am Bahnhof an. Ich weiß eigentlich deswegen, dass Dobinka ungefähr 84 Häuser groß war, weil damals im Jänner des 43er Jahres im Dorf verlautbar wurde, dass von jedem Haus eine Person zum Arbeitsdienst nach Deutschland geschickt werden soll. 84 Personen aus unserem Dorf hätten in den Zug gesteckt werden sollen, aber es ist den Polizisten nur gelungen, 11 Personen aus unserem Dorf zusammenzufangen. Die anderen sind geflüchtet. Dobinka, das 4 Kilometer vom nördlichen Ufer des Dnepr entfernt war, gibt es nicht mehr. Dobinka und all die anderen größeren Dörfer ringsum, in denen mehrere 100 Häuser standen, mussten einem Stausee Platz machen. Südöstlich von Kiew steckt der 300 Kilometer lange Stausee von Kremenchuk seine Arme aus. Im Stausee von Kremenchuk ist mein Heimatdorf begraben. Merci. Donc maintenant en français, dans la traduction proposée aux éditions Verdier par Bernard Banoun. En mars 1943, ma sœur, Lydia Wassiljewna Ilyashenko, et moi-même, Nietoshka Vassilievna Ilyashenko, avons été arrêtés par des policiers dans la maison de nos parents à Dubinka, un petit village d'Ukraine non loin de Tcherkassy. Il était à peu près 2 heures du matin quand un policier me donna un coup dans les côtes avec le canon de son fusil.
On nous a mis avec d'autres gens dans un wagon à bestiaux et envoyés travailler en Carinthie. Nous sommes passés par Tchernobyl, Kiev, Przemysl et Vienne avant d'arriver en Carinthie. Le 7 avril 1943, au bout de presque 4 semaines de trajet, nous avons atteint la gare de Villach. En fait, si je sais que Dubinka comptait environ 84 maisons, c'est parce qu'à ce moment-là, en janvier 1943, on annonça dans le village qu'un habitant par maison devait être envoyé en Allemagne, au titre du travail obligatoire. 84 habitants de notre village auraient dû être mis dans le train, mais les policiers n'ont pas pu en rassembler plus de 11. Les autres s'étaient enfuis. Dubinka, qui se trouvait à 4 km de la rive nord du Dniepr, n'existe plus. Dubinka, qui comptait des centaines de maisons comme tous les autres gros villages des environs, a cédé la place à un lac artificiel. Le réservoir de Kremenchuk, avec ses 300 km de long, étend ses bras au sud-est de Kiev. Mon village natal est englouti dans le réservoir de Kremenchuk. Ce fut un acte de vengeance contre notre famille, contre notre mère, je n'ai aucun doute là-dessus. Si nous avons été 2 à être emmenés, ma sœur et moi, alors qu'il avait été annoncé dans le village qu'un seul habitant par maison devrait aller travailler à l'étranger. À la gare de Tchernobyl, ma mère, déjà âgée et malade à l'époque, nous a remis, à ma sœur et à moi, mon livret scolaire et une bouteille d'eau de vie, avant que le train nous emporte. Dans le wagon à bestiaux, je me suis attaché une couverture autour des hanches. Dans ce livre, Josef Winkler, il ne fait pas que écrire sur une personne, il écrit dans une certaine mesure avec la personne. Et en écrivant avec une personne, il lui tend une sorte de miroir. Comment ça a été reçu par ce personnage et cette personne de l'Ukrainienne? Est-ce qu'elle a bien pris le manuscrit ou au contraire, est-ce qu'elle a été plutôt blessée, choquée par cette image? On sait juste ce que l'auteur nous raconte lui-même, évidemment. Il raconte qu'il va la voir plus tard aussi à l'hôpital quand elle est malade. Et il lui lit quelques extraits et elle est en larmes, elle est très touchée. Parce qu'elle comprend que voilà, elle est capable de transmettre son histoire. Et grâce à cet écrivain qui est devenu un peu un outil pour elle. Et apparemment, elle a bien pris, oui. Ce livre nous raconte une destinée individuelle, celle du personnage de l'Ukrainienne, mais à travers cette petite histoire, comme on dit, ça nous dit quelque chose de la grande histoire de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça nous dit? On apprend plein de choses sur ce territoire ukrainien, sur les habitants de ce pays qui est vraiment malmené entre deux pouvoirs, le pouvoir soviétique, le pouvoir nazi à l'époque. Et on sait que ça reste un territoire compliqué de façon géographique. Mais on reste vraiment sur ce destin individuel. L'Ukrainienne raconte sa vie. Elle commence avec ce moment clé de l'enlèvement, mais après elle retourne en arrière et raconte l'histoire déjà de sa mère, qui a déjà eu une enfance assez compliquée, mais qui devient un peu l'héroïne de cette histoire, et une figure, un personnage très courageux, plein d'amour aussi, au milieu de tout ce drame. Et donc elle raconte comment son père, qui était blessé pendant la Première Guerre mondiale, a refusé d'entrer dans la kolkhoze, et donc ils sont un peu isolés socialement. Et il part pour trouver du travail, il ne va jamais revenir. Et donc la mère doit se battre tous les jours pour faire survivre ses 2 filles. Nietoshka, elle est encore très petite à ce moment-là, mais elle se souvient très bien que sa mère, parfois, elle ne sait vraiment pas comment les nourrir. Donc elle va pêcher des poissons à main nue dans le fleuve glacé, elle va trouver du pain à droite à gauche, mais les gens n'ont pas trop le droit de leur aider vu leur situation sociale. Et donc leur situation avant cette terreur qui arrive, c'est-à-dire ils avaient réussi de bâtir une belle maison, d'avoir du bétail, les parents étaient très laborieux, ils ont beaucoup travaillé pour construire quelque chose, et dans l'expropriation, tout est enlevé. Et donc, comme beaucoup de gens, ils ont du mal à survivre. Et en plus, il y a des grands événements qu'on apprend à connaître à travers ce destin individuel, comme cette grande famine holodomor, qui est un traumatisme vraiment pour tout le pays, parce que je crois qu'il y a entre 3 et 4 millions de morts à cette époque-là, et on sait que ça a été infligé intentionnellement par le pouvoir soviétique.
Et donc voilà, c'est vraiment une enfance très très compliquée. Plus tard, ça va un peu mieux. La mère trouve du travail et cette petite fille, elle reste beaucoup seule, comme parfois juste avec un cochon comme compagnon. Donc il y a aussi des moments très touchants, mais en général, c'est quand même un conte cruel, si on veut. C'est la vision enfantine, mais on sait que c'est surtout de la douleur et du combat. Et par ce livre, on voit que la littérature, c'est également une sorte de science de l'écoute. C'est ce qui est vraiment mis en avant dans ce livre-là. Merci Zina de nous avoir présenté l'œuvre de Józef Winkler, l'Ukrainienne. Avec plaisir.